J'avais 19 ans, une valise pleine de livres, de rêves doux et de prières silencieuses. Je croyais encore que le monde récompensait la gentillesse. Il avait 20 ans de plus que moi, des cheveux poivre et sel et des yeux qui semblaient tout comprendre. Il m'a vue. Du moins, c'est ce que je pensais. Il m'a appelée différente, lumière discrète, intelligente à faire peur. J'étais flattée. On ne m'avait jamais dit des choses pareilles. Chez moi, on parlait peu, on priait beaucoup, on vivait entre devoirs et silence. Alors quand un homme éduqué, admiré, me regardait comme un mystère à déchiffrer, je me suis laissée faire. Pas par désir, mais par soif d'exister enfin dans les yeux de quelqu'un. Il m'a approchée lentement, subtilement. D'abord des compliments, puis des confidences. « Tu es spécial, tu sais, pas comme les autres. » Et moi, je rougissais, comme une enfant fière d'être choisie. Je ne voyais pas le piège. Il appelait ça une relation rare. Moi, je pensais que c'était un privilège. Mais c'était déjà un emprisonnement. Le soir où il m'a demandé de rester après le cours, j'ai senti une tension étrange. Mais j'ai ignoré ma peur. Il parlait doucement, posait sa main sur mon bras, disait que c'était naturel. Je n'ai pas su dire non. Pas parce que je voulais, mais parce que je ne voulais pas le décevoir. Il a fermé la porte, et tout est devenu flou. Je me suis sentie absente de mon propre corps. Je l'entendais dire que j'étais belle, que c'était un moment sacré. Je pleurais en silence. Et après, il a souri, m'a caressé la joue et m'a dit « Tu es une femme, maintenant ». J'avais envie de hurler, mais j'ai juste remis mon pull et je suis partie. Écrasée. J'ai voulu le dire à ma mère, à demi-mot, un matin. Elle m'a giflé. Ne salis pas ton nom pour des histoires de filles naïves. J'ai compris que ce n'était pas lui le problème. C'était moi. Mon corps, ma faute, mon silence. J'ai avalé mes larmes. Et je n'ai plus jamais évoqué cette nuit. À l'université, rien n'avait changé pour lui. Toujours souriant, respecté, entouré. Moi, j'ai disparu. Plus d'amis, plus de confiance. Juste un vide grandissant. Les gens m'évitaient sans savoir pourquoi. Et moi, je devenais une ombre avec un cœur brisé. Mes nuits étaient longues, pleines de cauchemars sans cri. Je suis tombée malade, des absences, des vertiges, des douleurs inexpliquées. On disait que j'étais fragile, mais c'était mon âme qui s'effondrait. J'ai arrêté d'espérer. J'ai appris à survivre. Le matin, je priais pour que le jour passe vite. Le soir, je priais pour oublier. Aujourd'hui, à 68 ans, je retrouve ma voix. Ce n'était pas un amour interdit, ce n'était pas une faute de jeunesse. C'était un viol, masqué par des mots doux, légitimé par le silence des autres. Mon silence n'était pas un oubli, c'était une condamnation. Et je n'ai plus envie de me taire. Il avait cette manière de parler qui faisait taire toute la salle. Un mélange de calme et d'autorité, comme un homme habitué à être écouté sans jamais être questionné. Moi, j'étais fascinée. Il citait des philosophes, des poètes, racontait ses voyages comme des épopées spirituelles. On buvait ses paroles comme une messe. Et moi, j'étais assise au premier rang, assoiffée. Il n'enseignait pas seulement la littérature, il offrait une vision du monde. Je croyais apprendre la beauté. Mais j'apprenais à obéir. Il glissait des compliments dans ses corrections. Ta sensibilité dépasse ton âge. Ce regard que tu portes sur les mots, c'est rare. Ces phrases sont restées gravées, comme des tatouages qu'on ne voit pas mais qui brûlent. Un jour, il m'a invité à déjeuner. Il disait que certains textes méritaient d'être discutés en dehors des murs. Je n'ai pas vu le danger. Il parlait de moi avec admiration, disait que j'étais lumineuse. Moi, j'avais peur de décevoir, peur de refuser, peur de perdre cette place spéciale qu'il m'avait donnée. Alors j'ai dit oui. Au restaurant, il a commandé pour moi, deviné mes goûts, raconté des souvenirs d'hommes mûrs avec une douceur étudiée. Il me regardait intensément.
J'avais envie de fuir, mais aussi d'être acceptée. J'étais coincée dans ce piège invisible. Vouloir être aimée par celui qui décidait de ma valeur. Il ne m'a jamais touchée ce jour-là. Il n'en avait pas besoin. Il avait déjà tout conquis. Mon admiration, ma loyauté, ma peur. Ce genre d'homme ne crie pas. Il ne frappe pas. Il tisse. Il sait repérer les failles et y glisser des fleurs empoisonnées. J'étais une proie sans le savoir, et lui, un maître du décor. Personne n'aurait pu imaginer ce qui se tramait. Il souriait, écoutait, conseillait. Et moi, je m'effaçais, doucement. Comme si je ne valais plus rien sans son regard sur moi. Il avait le pouvoir, pas seulement sur moi, mais sur toute l'institution. Personne n'osait le contrarier. Il avait les clés des carrières, des bourses, des opportunités. Un mot de lui, et on avançait. Un silence, et on disparaissait. Je le savais. Il le savait. Et c'est ainsi qu'il m'a tenue, sans menottes, mais avec l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de mon avenir. Je croyais être choisie. En réalité, j'étais isolée. Il avait le double de mon âge, et moi, j'avais la moitié de mon courage. C'était un homme respecté, et moi, une fille facilement oubliable. J'ai mis des années à comprendre que ce n'était pas de l'amour, mais un abus savamment orchestré. Aujourd'hui, je sais. Ce n'était pas moi la coupable. C'était lui et son pouvoir. Il aimait les surnoms. Des mots tendres glissés entre deux phrases, comme un fil invisible entre lui et moi. Ma petite exception, disait-il souvent, devant les autres étudiants, presque comme une blague. Tout le monde riait, même moi. C'était valorisant. J'avais l'impression d'être choisie, unique, privilégiée. Mais sous cette appellation douce se cachait une cage dorée. Ce n'était pas un compliment innocent, mais un marquage. Une manière de dire « elle est à moi ». Les autres ne voyaient qu'un jeu de mots affectueux. Moi, je sentais le piège. Mais je ne voulais pas y croire. Je me disais que j'exagérais. Il m'envoyait des messages entre les cours. Des poèmes, des citations, parfois des réflexions intimes. Il écrivait « Toi seul me comprends ». Et moi, je me sentais investie d'une mission sacrée. Être celle qui voit au-delà du professeur, celle qui apaise l'homme. C'était un vertige, et une illusion dangereuse. Peu à peu, il a isolé mes émotions. Si je riais avec d'autres, il devenait froid. Si je doutais, il me disait que j'étais ingrate. Il contrôlait mon humeur avec ses silences. Il m'a fait croire que mon monde tournait autour de lui, que sans lui, je n'étais rien. Et moi, je me suis mise à tourner en rond. Dans les couloirs, il glissait sa main dans mon dos, furtivement. Il me regardait plus longtemps que les autres. Personne ne disait rien. On murmurait des choses, mais rien de clair. J'étais la préférée, et cela suffisait à faire taire les soupçons. Les gens admiraient trop son talent pour douter de ses gestes. Je me suis mise à douter de moi. Si c'était mal, pourquoi personne ne disait rien? Si c'était toxique, pourquoi me sentais-je spéciale? Il avait créé une confusion douce, un brouillard affectif, un brouillard dans lequel je me perdais volontairement parce que l'alternative, admettre l'abus, était trop douloureuse. Aujourd'hui, je comprends le mécanisme. C'était du grooming, de la manipulation émotionnelle. Il m'a enfermée avec des mots doux et des regards appuyés. Il ne m'a jamais hurlé dessus. Il m'a fait croire que j'étais libre, mais j'étais tenue par le besoin d'être aimée. Et ça, c'était sa vraie puissance. C'était un jeudi soir. Il pleuvait légèrement, cette pluie fine qui fait scintiller les trottoirs sans faire de bruit. Il m'avait demandé de rester après le cours, pour parler d'un devoir. Rien d'étonnant. Il faisait souvent ça avec moi. J'étais habituée à ces moments où le reste du monde semblait s'effacer. Je suis entrée dans son bureau. Il a fermé la porte. J'ai ressenti une tension étrange, mais je l'ai ignorée. Il parlait doucement, comme toujours.
Il m'a offert un café, que j'ai accepté sans réfléchir. Puis, il s'est assis plus près que d'habitude. Il disait que j'étais brillante, que personne ne le comprenait comme moi. Je ne me souviens pas de tout. C'est flou. Je me rappelle sa main sur mon genou, mes jambes figées, mon cœur qui tambourinait dans ma poitrine. Il a dit que c'était naturel, beau, intime. J'étais pétrifiée. Je ne criais pas. J'espérais juste que ça s'arrête vite. Et quand ce fut fini, il m'a remerciée. J'ai marché longtemps ce soir-là, sous la pluie, sans parapluie. Je me sentais sale, idiote, vide. Le lendemain, j'ai fait semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, tout s'était effondré. Il m'a salué dans les couloirs comme si de rien n'était. Et moi, j'ai souri. Par réflexe, par peur, par honte. Les semaines suivantes ont été une suite de jours flous. Je n'arrivais plus à manger. Je n'arrivais plus à dormir. Je pleurais sans raison, parfois au milieu d'un arrêt de bus ou devant mon cahier vide. J'étais là, mais absente. J'avais l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie. Puis il y a eu ce retard. Et les nausées. Mon corps me parlait, mais je refusais d'écouter. Ce n'est qu'au bout d'un mois que j'ai acheté un test de grossesse. Seule. Dans une pharmacie éloignée, où personne ne me connaissait. Je l'ai fait dans les toilettes d'un café. Le résultat était clair. 2 lignes. J'étais enceinte. Je suis restée assise là, longtemps, avec le test entre les mains. J'avais l'impression que le sol s'ouvrait sous moi. Je ne savais pas si je devais pleurer ou hurler. C'était une solitude plus grande que tout ce que j'avais connu. Ce n'était pas un miracle. C'était une conséquence. Douloureuse. Injuste. Réelle. Je lui ai écrit un message le lendemain. Pas pour l'accuser. Juste pour comprendre. Pour savoir quoi faire. Je crois que je suis enceinte. 3 jours sans réponse. Puis une phrase courte. Je ne peux pas t'aider. Et plus rien. Il m'avait rayé. Effacé. Comme un paragraphe mal écrit dans sa vie. Je l'ai croisé une fois après ça. Il a tourné la tête. Comme s'il ne me reconnaissait plus. Il parlait avec un autre professeur, riait fort. Moi, j'étais à quelques mètres, tremblante. J'ai compris que je ne comptais plus, que je n'avais jamais compté. J'étais un épisode gênant dans sa carrière brillante. Je n'ai pas eu la force de retourner en cours. Les regards, les murmures, le poids du secret était trop lourd. Alors j'ai arrêté. J'ai dit à ma mère que je voulais faire une pause. Mais la vérité, c'est que j'avais trop honte. Trop peur qu'on découvre ce que j'essayais d'enfouir. Quand j'ai dit à ma mère que j'étais enceinte, elle s'est effondrée. Elle a crié, pleuré, prié à voix haute, comme pour faire fuir le démon. « Tu ne sais même pas qui est le père ?» Je n'ai pas répondu. Comment lui expliquer que je savais, mais que le dire rendrait tout encore plus sale, plus dangereux, plus irréparable. Elle m'a fait jurer de ne jamais en parler, ni à la famille, ni à l'enfant, ni à Dieu lui-même. Ce sera notre croix, a-t-elle dit. Et j'ai accepté, parce que je n'avais plus la force de me battre. J'étais enceinte, seule, et déjà brisée. J'ai accouché un matin froid de février. Il neigeait dehors, pas de fleurs, pas de visite, pas de sourire, juste un cri bref, puis un silence. Mon fils avait les yeux sombres et profonds, comme une vieille âme revenue dans un corps minuscule. Je l'ai serré contre moi, et j'ai pleuré longtemps. Pas de douleur, de fatigue, de soulagement, de vertige. Autour de moi, les gens regardaient sans poser de questions. Ils chuchotaient. Elle n'a jamais dit qui c'était. Un garçon de passage ? Peut-être un étranger. On préférait inventer que demander. Et moi, je restais là, avec mon bébé, et un vide que rien ne pouvait combler. Ma mère, elle n'a pas pleuré à l'accouchement. Elle n'a pas souri non plus. Elle est venue me voir une seule fois à l'hôpital, le regard figé, les mains croisées sur son sac.
Elle n'a pas touché le bébé. Il a ton nez, a-t-elle dit, comme pour éviter de parler de ce qu'elle voyait vraiment. Un enfant sans père, né du silence. Je voulais lui tendre mon fils, lui dire qu'il avait besoin d'amour, de bénédiction, d'une place dans cette famille. Mais elle s'est levée avant même que je trouve les mots. On va dire que c'est un père inconnu. Tu ne parleras pas de ce qui s'est passé. Tu m'entends ? Je n'ai pas répondu. J'ai juste hoché la tête. Fatiguée, brisée, résignée. Les jours suivants, elle a organisé tout. Elle a menti à la famille, préparé une version acceptable. Une erreur de jeunesse. Elle ne veut pas en parler. Et curieusement, ça suffisait. Les gens n'aimaient pas les détails. Ils préféraient les zones floues. Les histoires où l'on peut juger sans savoir. Chez nous, les silences étaient plus forts que les cris. On ne disait pas les douleurs, on les rangeait derrière les rideaux, entre deux prières. J'ai grandi dans ce modèle. Être une femme forte, c'était se taire. Et cette fois, le silence était devenu pacte. Pacte entre elle et moi. Pacte avec la honte. Mon fils a grandi sans histoire, sans récit d'origine. Je lui ai dit qu'il était né d'un amour perdu. Il me regardait avec ses grands yeux sombres, sans poser de questions. Pendant longtemps, il m'a cru. Et moi, je me suis accrochée à ce mensonge comme à une bouée. C'était mon seul moyen de continuer à respirer. Il y avait des nuits où je rêvais de tout lui dire, de le réveiller doucement et de murmurer « Je vais te raconter la vérité ». Mais à chaque fois, je me ravisais, par peur de sa douleur, par peur de son regard, par peur d'entendre « Pourquoi tu m'as menti toute ma vie ?» Aujourd'hui, je sais que j'ai transmis le silence comme on transmet une maladie. J'ai voulu protéger et j'ai enfermé. J'ai voulu oublier et j'ai gravé. Ma mère m'a fait jurer de me taire et j'ai obéi. Mais le silence, lui, n'a jamais cessé de parler. Il a grandi entre nous, comme une ombre dans la maison. Mon fils. Il a grandi avec mes silences comme seuls héritages. Chaque matin, je le réveillais avec tendresse, lui préparais son petit déjeuner, l'embrassais avant l'école, et chaque soir, je me demandais s'il savait, s'il sentait au fond de lui que quelque chose manquait, que derrière mon sourire se cachait une douleur ancienne. Je lui avais inventé un père doux et lointain, un homme parti trop tôt, que j'avais aimé en secret. Je parlais de lui avec des mots tendres, mais vagues. Pas de date, pas de photos, juste des soupirs. Il ne posait pas de questions. Peut-être par respect, peut-être par instinct, peut-être parce qu'il voulait me protéger. J'ai porté seul les courses, les factures, les peurs nocturnes. Quand il tombait malade, je veillais toute la nuit. Quand il pleurait, je lui chantais des prières. J'étais sa mère, son père, son abri, sa vérité maquillée. Et même si chaque jour était un défi, je n'ai jamais regretté de l'avoir gardé. Mais le mensonge, lui, pesait. Il devenait plus lourd à chaque anniversaire. Quand les autres enfants parlaient de leur papa, je sentais ses yeux se perdre. Quand l'école demandait une signature paternelle, j'inventais encore. J'étais fatiguée. Pas physiquement. Fatiguée de mentir pour survivre. Il m'a un jour demandé « Est-ce que papa m'aimait ?» Et mon cœur s'est fissuré. J'ai dit oui. J'ai même souri. Mais en moi, quelque chose s'est brisé. Parce que je ne savais pas répondre autrement. Parce que lui dire la vérité, c'était risquer de détruire son regard sur lui-même. Et sur moi. J'ai vieilli vite. Mon corps a tenu, mais mon âme s'est usée. Il y a des nuits où je priais en silence, demandant à Dieu de me pardonner ce mensonge nécessaire. Je ne lui ai pas donné une vérité, mais je lui ai donné tout mon amour. Était-ce suffisant ? Je ne sais pas. Mais c'est tout ce que j'avais. Les années ont passé. Lentes, silencieuses. J'ai élevé mon fils entre 2 petits boulots, 3 silences et sans prière. Ma mère,
froide et rigide, nous aidait un peu au début. Elle ne le prenait jamais dans ses bras, mais elle payait parfois le lait, les vêtements, les factures, comme une façon de se racheter sans dire un mot. Puis mon père est mort. Un homme discret, croyant, peu bavard. Il me comprenait sans poser de questions. Il me regardait souvent comme s'il savait. Il est parti un matin, dans son sommeil, sans bruit. Son absence a laissé un vide étrange, comme une page blanche dans un livre à moitié écrit. Après ça, ma mère s'est retirée dans un village reculé. Elle écrivait rarement, toujours avec froideur. Et un jour, plus rien. Elle est morte seule, sans appel, sans pardon. J'ai récupéré une valise de ses affaires. Et son silence est devenu mon fardeau. J'ai continué seule. Totalement. Mon fils, lui, a grandi droit. Silencieux aussi. Il avait cette tristesse calme dans les yeux, ce respect mêlé à une profonde solitude. Peut-être qu'il voyait en moi quelque chose de trop abîmé pour être questionné. Il a choisi les études, les chiffres, les horaires rigides plutôt que l'amour. Il a connu des femmes, quelques histoires, mais rien qui reste, rien de vivant. Il n'a jamais dit pourquoi. Et moi, je n'ai jamais osé demander. J'étais trop occupée à cacher la vérité, à tenir le mensonge comme un manteau usé qu'on ne peut plus enlever, mais qu'on continue à porter. 40 ans se sont écoulés. Et un matin d'hiver, une lettre est arrivée. Une enveloppe fine, écrite à la main. Mon cœur s'est figé. Je reconnaissais cette écriture. C'était lui, l'homme de l'oubli impossible, celui qui avait détruit ma jeunesse et mon droit au mot non. Je n'ai pas ouvert tout de suite. 3 jours à la regarder, 3 nuits à l'éviter. Puis un dimanche, j'ai cédé. À l'intérieur, peu de mots, pas de date, pas d'adresse. Juste une phrase. Je sais ce que j'ai fait. Et je sais que tu te souviens. Pardonne-moi. Je suis restée immobile. La lettre tremblait dans mes mains. Pas de nom, pas de suite. Juste un aveu jeté au vent. Ce n'était pas un vrai pardon. C'était un bruit sourd dans le silence de 40 années. Mais c'était aussi la seule reconnaissance que j'avais reçue. J'ai pleuré. Pas de colère, de fatigue, de vertige. Comme si quelqu'un, enfin, avait murmuré « Je t'ai vu ». Je n'ai jamais répondu. Je n'ai rien dit à mon fils. Cette lettre était pour moi, pour ma mémoire, pour ma solitude. Même Dieu, ce jour-là, s'est tu. Même Dieu, ce jour-là, c'était tu. Et c'est peut-être ce silence divin qui m'a réveillée. Pas pour crier, pas pour punir, mais pour dire. Dire enfin ce que j'avais porté comme une croix invisible. Je ne voulais pas qu'il meure, vieux et honoré, sans que quelqu'un sache ce qu'il avait volé, ce qu'il avait détruit. Je ne voulais pas de vengeance. J'étais trop fatiguée pour ça. Ce que je cherchais, c'était un peu de justice. Pas pour lui, mais pour moi. Pour la jeune fille que j'avais été. Celle qui avait pleuré dans la rue, sous la pluie, sans comprendre ce qui lui arrivait. Celle qui avait porté seule une vérité trop lourde. J'ai d'abord pensé écrire une lettre, à lui, puis à l'université, puis à personne. La peur revenait, la honte aussi. À chaque mot, mon cœur battait comme à 19 ans. Mais quelque chose en moi avait changé. Je n'avais plus besoin qu'on me croie. J'avais besoin de me croire moi-même. Alors j'ai écrit. Pas une plainte, pas une confession, un témoignage, une histoire. La mienne. J'ai raconté sans nommer. J'ai décrit sans accuser. J'ai laissé les silences faire leur travail. Ceux qui savent comprendront, me suis-je dit. Les autres n'ont jamais voulu savoir. Je l'ai envoyé à un petit journal local, pas pour faire scandale, pour exister, pour poser ma mémoire sur du papier, comme on dépose une pierre sur une tombe oubliée. Et quand j'ai vu le texte imprimé, noir sur blanc, quelque chose en moi s'est dénoué.
une vieille corde que je portais autour du cou depuis trop longtemps. Personne n'a su que c'était moi. Pas tout de suite. Mais certaines personnes ont compris. Une ancienne camarade m'a appelée. Elle avait les larmes dans la voix. Je crois que j'ai vécu la même chose. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas qu'un témoignage. C'était une délivrance. Pour moi, pour d'autres. Et lui était toujours en vie. Mais désormais, le silence autour de lui s'était fendu. Peut-être qu'il avait lu, peut-être pas. Ce n'était plus mon problème. Ce qui comptait, c'est que cette fois, ce n'était pas moi qui portais le secret. C'était lui. Et moi. J'avais enfin commencé à guérir. Je savais que le moment viendrait, que les mots imprimés, même sans nom, finiraient par revenir vers moi. Il l'a lu, ou on lui a parlé. Je ne sais pas comment. Mais un soir, il est venu, la gorge serrée, les yeux rouges. Il a posé la feuille sur la table, pliée, froissée, et il m'a dit doucement, presque comme un enfant. « Pourquoi tu n'as rien dit avant ?» J'ai voulu répondre. Mais aucun mot ne venait. C'était comme si toutes mes années de silence me revenaient d'un coup, bloquant ma voix. Je l'ai regardé, et j'ai vu dans ses yeux la blessure. Pas une trahison. Une blessure d'enfant protégé, mais privé de vérité. Je lui ai murmuré « Je voulais te protéger ». Et je l'ai cru, en le disant. J'ai cru que c'était vrai. Mais au fond, je savais. Je voulais surtout me protéger, moi, de sa douleur, de ses questions, de sa déception, de ce moment précis, où il me demanderait pourquoi je lui avais menti toute sa vie. Il a détourné les yeux. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il est resté là, silencieux, entre colère et compassion, comme s'il pesait tout ce qu'il venait de comprendre, tout ce que ça expliquait, tout ce que ça n'excusait pas. Son silence était plus violent que des reproches. Je lui ai raconté cette nuit-là. Pas tout, pas les détails, juste l'essentiel. Le professeur, le silence de ma mère, le jour sous la pluie, l'hôpital, les questions, les prières, les nuits sans sommeil. Il m'écoutait, immobile. Et je voyais en lui mon propre regard d'autrefois. Quand j'ai fini, il a mis sa main sur la mienne. Rien n'a été dit, mais je l'ai senti. La déchirure était là. Mais l'amour aussi. Fragile, blessé, mais vivant. C'était la première fois que je ne mentais pas. Et même si c'était tard, c'était enfin vrai. Après cette nuit-là, quelque chose entre nous a changé. Pas brusquement, mais lentement, comme un rideau qui se soulève, laissant passer un peu de lumière. Mon fils ne posait plus de questions, mais je sentais que son regard sur moi avait changé, plus profond, plus douloureux, plus vrai. Je pensais que parler soulagerait, que dire la vérité m'allégerait le cœur. Mais non. Après les larmes, il y avait le vide. Une fatigue nouvelle. Une tristesse ancienne, réveillée par les mots. Mon médecin m'a prescrit des antidépresseurs. J'ai dit oui. Je n'en pouvais plus de porter ça seule. Pendant que je réapprenais à respirer, lui, il apparaissait encore à la télévision. L'homme. L'autre. Celui qui avait signé mon silence. Il donnait des conférences, recevait des médailles, des prix, des hommages. On parlait de lui comme d'un grand penseur, un passeur de savoir. Et moi, je regardais, éteinte. Parfois je me demandais combien d'autres comme moi avaient regardé ce même écran, le cœur lourd, la gorge serrée. Combien avaient dû se taire, sourire, faire bonne figure. Il avait la reconnaissance. J'avais le silence. Il avait les applaudissements. Moi, les pilules blanches. J'ai commencé à écrire dans un cahier. Des pensées, des souvenirs, des phrases que je n'avais jamais osé dire. Il a volé ma voix. Ma mère a enterré ma vérité. Mon fils a grandi dans une maison pleine de silence. Écrire, c'était respirer un peu. Pleurer sans bruit. Personne n'a jamais remis en question sa gloire, même après mon texte publié, même après les appels reçus.
Il était trop vieux pour être inquiété, disait-on. Trop aimé. Trop utile. Et moi, j'étais trop fatiguée pour crier encore. Alors j'ai laissé faire. Pas par lâcheté, par survie. Mais parfois, dans mes prières, je dis à Dieu, « Toi, tu sais. » Et c'est tout ce qu'il me reste. La foi que quelque part, une justice plus grande m'attend. Pas dans ce monde, mais dans celui où les masques tombent et où les âmes parlent, sans peur. On me disait souvent « Tu es forte » ou pire « Tu es une survivante ». Mais je ne me reconnaissais pas dans ces mots. Ils sonnaient creux, trop beaux, trop droits. Comme si ma douleur avait été une épreuve sportive. Comme si j'étais sortie d'un tunnel en courant. Non, je ne suis pas une survivante. Je suis une femme, en reconstruction. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais me taire pour être forte, que les larmes étaient un échec, que dire « j'ai mal » était une faiblesse. Aujourd'hui, je sais que c'était le contraire. Que le vrai courage, c'est de se regarder en face, même avec les blessures, même avec la honte, même avec la peur. Je ne guéris pas vraiment. Je recolle des morceaux. Je réapprends à respirer, à sourire, à être dans une pièce sans chercher la sortie. Certains jours, je me sens presque légère. D'autres, le passé me serre la gorge. Et j'apprends à vivre avec cette alternance, comme une mer intérieure, avec ses marées. Mon corps a gardé des traces, des tensions inexplicables, des silences dans mes gestes, des tremblements dans mes nuits. Mais il est encore là, présent, debout. Et chaque matin où je me lève, c'est une petite victoire. Pas contre lui, pas contre le passé, mais pour moi. J'ai arrêté de vouloir effacer l'histoire. Elle est là. Elle fait partie de moi. Mais je choisis ce que j'en fais. Je peux la cacher sous le tapis, ou je peux en faire un jardin, fatigué, tordu, mais vivant, avec des fleurs qui poussent là où on ne pensait plus rien voir fleurir. Je n'ai plus besoin de convaincre qui que ce soit. Je ne cherche pas à être crue, ni admirée. Je veux juste être en paix, avec moi, avec elle, la fille que j'étais, avec lui, l'homme qui est devenu mon fils, et avec Dieu. Même s'il est resté silencieux, je crois qu'il m'a tenue par la main, tout du long. Je ne suis pas une survivante. Je suis une femme en reconstruction. Et chaque pas que je fais vers moi-même est un miracle discret. C'est arrivé par hasard. Un appel. Un nom que je n'avais pas entendu depuis des décennies. Une voix hésitante. Un souffle court. Je crois qu'on a connu la même douleur. Elle s'appelait Claire. Elle avait été dans la même université. La même période. Le même professeur. Elle avait lu mon texte. Pas sûr que ce soit moi. Mais son cœur avait deviné. Elle m'a raconté sa version. Pas très différente de la mienne. Même approche. Même flatterie. Même geste. Même silence ensuite. Et la même solitude étouffante pendant des années. On s'est rencontrés dans un petit café discret. 2 femmes marquées, 2 mémoires longtemps enterrées. Elle avait gardé son histoire pour elle. Elle n'avait jamais rien dit. Pas à ses enfants, pas à ses amis. Et pourtant, dans ses yeux, je voyais la même fatigue, la même rage silencieuse. On n'a pas pleuré tout de suite. On a parlé doucement, avec précaution, comme si nos mots pouvaient encore se casser. Mais à mesure que les phrases sortaient, quelque chose se libérait. Ce n'était plus un secret. Ce n'était plus mon histoire. C'était notre vérité, enfin partagée. Claire m'a dit qu'elle avait toujours cru avoir exagéré, inventé, qu'elle s'était traitée de folle, de naïve, et moi aussi. On avait vécu le même mécanisme, minimisé, étouffé, oublié. On avait appris à survivre en se persuadant que c'était pas si grave. Mais ça l'était. Et le dire ensemble, ça guérissait. On s'est prises dans les bras, longtemps, sans mots. 2 femmes âgées, fatiguées, abîmées, mais debout. Nos silences se comprenaient. Nos regards se répondaient. Et ce jour-là,
J'ai compris. Je n'avais jamais été seule. J'avais seulement été isolée. Ce qu'il nous avait fait, il l'avait fait à d'autres. Et si nous étions 2, peut-être étions-nous 10 ou 20. Et même si le monde ne saurait jamais tous les noms, nous savions. Et ça suffisait. Pour ne plus avoir honte, pour tenir debout, pour transmettre à notre façon. Pendant des années, j'ai cru que ma colère était tournée vers lui, vers cet homme qui m'avait prise, utilisée, effacée. Mais non, ma haine la plus profonde, je l'ai portée contre elle, la fille que j'étais, celle qui n'a pas crié, celle qui n'a pas fui, celle qui s'est tue. Je lui en ai voulu d'avoir été naïve, d'avoir cru à des mots doux, d'avoir confondu admiration et affection. Je la voyais comme faible, comme complice de son propre malheur. Et c'est ce regard dur que j'ai porté sur moi pendant plus de 40 ans. Un regard sans pardon. Mais aujourd'hui, je comprends. Elle n'était pas faible. Elle était seule, isolée, sans repère. Elle voulait juste être aimée, être vue, être choisie. Et elle a confondu violence et attention, parce qu'on ne lui avait jamais appris à faire la différence. Elle a fait ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle avait. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. Je suis allée chercher une vieille photo, moi, à 19 ans, les yeux encore pleins de rêves. Je l'ai regardée longtemps, et je lui ai parlé. Je suis désolée de t'avoir abandonnée, d'avoir eu honte de toi. Tu n'y étais pour rien. J'ai pleuré, pas comme une femme, comme une enfant qui retrouvait enfin une sœur perdue. Et dans ce moment fragile, quelque chose s'est réuni en moi. Je n'étais plus 2 personnes, l'adulte et la blessée. J'étais une seule, une âme qui commençait enfin à se rassembler. Il m'a fallu plus de 40 ans pour comprendre que le pardon ne commence pas par l'autre. Il commence par soi. Et ce jour-là, j'ai tendu la main à la jeune fille que j'étais. Je l'ai prise contre mon cœur. Et je lui ai promis qu'elle ne serait plus jamais seule. On m'a demandé un jour « Pourquoi tu racontes tout ça maintenant ?» La réponse m'est venue sans réfléchir. Pas pour punir, pour prévenir. Parce que le silence m'a coûté une vie. Parce que la honte m'a volé des années. Parce que, si une seule fille voit mon histoire et comprend qu'elle n'est pas coupable, alors ce n'était pas en vain. Je ne cherche pas la justice des tribunaux. C'est trop tard. Et ce n'est pas là que je la trouverai. Je cherche une autre justice. Une qui répare les cœurs, qui console les âmes, qui empêche l'histoire de se répéter. Raconter, pour moi, c'est tendre une main dans l'obscurité. Je sais que mon histoire dérange, qu'elle fait baisser les yeux, que certains préfèrent ne pas entendre. Mais je n'ai plus peur de leur gêne. Je ne vis plus pour plaire. Je vis pour dire. Dire à voix basse, peut-être, mais dire quand même, parce que le silence a trop tué. Il y a, dans ma parole, des noms que je ne prononce pas, par pudeur, par prudence, mais aussi parce que ce n'est pas lui que je veux exposer. C'est le mécanisme, le piège, la mécanique du silence imposé. Ce que je décris, d'autres l'ont vécu, et d'autres le vivront. Si on ne dit rien, je ne suis pas écrivain, je ne suis pas militante. Je suis juste une femme âgée qui a retrouvé sa voix. Une femme qui n'a plus besoin d'être applaudie. Juste entendue, juste crue par celles qui en ont besoin. Et si ma douleur devient un phare pour une autre, alors elle aura eu un sens. Chaque mot que je dépose, c'est une pierre retirée de mon dos, et une boussole posée devant une autre. Peut-être qu'un jour, quelqu'un dira à sa fille « Regarde ça », et ce sera suffisant. Ce sera tout ce que je peux offrir. Mon histoire comme une lanterne. Ma voix, comme une veilleuse dans la nuit. Et puis, il y a mon fils, mon garçon silencieux, devenu homme. Il m'a vu brisé, puis debout. Et je crois que cela a semé en lui une force douce, une envie de vivre autrement. Il est dans une relation, maintenant, récente, mais belle.
Il me l'a présenté avec pudeur, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de nouveau. Je n'ai rien dit ce jour-là, mais j'ai prié, pour qu'il ose l'amour, pour qu'il n'ait pas peur du bonheur. J'ai soufflé. Tu mérites d'être heureux. Et pour la première fois, j'ai senti que mes mots n'étaient plus lourds. Ils portaient l'espoir, un espoir simple, humain, possible. J'ai 68 ans, et je n'ai plus envie de me cacher, ni de m'excuser d'exister. J'ai trop vécu courbée, comme si ma douleur devait rester discrète. Aujourd'hui, je redresse le dos. Non pas pour me battre, mais pour marcher, en paix, à mon rythme, avec tout ce que je suis. Je ne suis pas arrivée ici par hasard. Chaque ride sur mon visage est une phrase que je n'ai pas dite à temps. Chaque silence gardé a laissé une trace sur ma peau. Mais maintenant, ces marques, je les bénis. Ce sont mes preuves de vie, mes cicatrices sacrées. J'ai traversé l'injustice, le rejet, la honte. J'ai vu le silence manger des familles entières. J'ai vu des femmes se taire jusqu'à la tombe. Et moi, je suis encore là. Non pas intacte, mais entière. Et c'est ça, le vrai miracle. Je me lève chaque matin sans attendre qu'on me comprenne. Je parle pour celles qui ne peuvent plus. Je vis pour celle que j'étais. Et j'aime, à ma manière, ceux qui m'entourent. Pas avec peur, avec présence, avec une tendresse qui n'a plus besoin de se prouver. J'ai 68 ans. Et je suis enfin libre d'être moi. Libre d'aimer Dieu à ma façon. De pardonner sans oublier. De sourire sans mentir. J'ai fait la paix avec mon passé. Et si demain est incertain, aujourd'hui est un cadeau que je choisis d'ouvrir. Je ne sais pas ce que la vie me réserve encore. Mais je sais une chose. Je ne suis plus dans l'ombre. Et si mon histoire a touché votre cœur, alors je n'aurais pas parlé pour rien. Et vous? Avez-vous déjà gardé un silence qui vous a coûté trop cher? Pensez-vous, comme moi, que parfois, la vérité guérit plus que le temps? Laissez un mot pour cette grand-mère. Votre voix peut aussi allumer une lumière dans la nuit de quelqu'un d'autre.